love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for... Bonjour tout le monde, bienvenue dans le JDF, le journal du fight, l'émission en partenariat avec la Bulgarian Top Team. Ce podcast vous est présenté par Kevin, le fondateur du podcast After Fight et le manager de la BTT. J'ai nommé Guillaume Pelletier. Guillaume, comment ça va? Ça va super bien, Kevin, merci beaucoup. On n'a pas beaucoup dormi, on a vécu une nuit riche en émotions. Je crois que ça se voit un petit peu d'ailleurs, mais voilà, ça va très très bien, ça va très bien. Et toi, comment tu vas? Ouais, ça va super. Ben, pareil, je me suis couché tard. Ouais, quelle soirée. Ça fait longtemps, je crois, même si c'est la première fois, d'avoir vibré autant devant un UFC Fight Night, qui était vachement attendu. UFC Vegas 76, qui avait pour main event Sean Strickland vs Abu Magomedov. Et ben, on va commencer par ça, hein, vite fait. Benoît Saint-Denis qui a fait une masterclass, hein. Franchement, je pense qu'il n'y a pas d'autres mots à dire. VS Ismaël Bonfim, donc un Brésilien qui était dangereux. Franchement, j'ai été impressionné par dès les premières minutes du combat, les premières secondes. Franchement, le travail au corps qu'a fait Benoît. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Guillaume, de ce début de combat? Parce que le combat a pas duré longtemps, il a duré qu'un round, donc. Pour être très honnête avec toi, Kevin, pour moi, c'est pas une surprise. Parce que tu sais, nous, on travaille tous en commun dans un groupe, on parle très régulièrement et clairement, c'était la stratégie qui avait été mise en place. Donc, je savais que ça allait attaquer très fort avec les kicks. Bon, c'est pas non plus quelque chose que Benoît ne fait jamais. Tu sais, il attaque très régulièrement avec des gros kicks, histoire de tout de suite donner le ton. Mais là, pour le coup, c'était vraiment un angle d'attaque, en fait, d'appuyer vraiment sur les middle. On voulait lui faire baisser sa garde un maximum. Déjà parce que tu sais, il avait une garde très Muay Thai avec des mains très hautes. Donc, on voulait tenter de toucher un petit peu dans le foie, voir si ça allait être mou de ce côté-là. Et au cas où il était bien protégé, lui faire baisser sa garde pour pouvoir réattaquer ensuite plus haut. On peut voir qu'il l'a parfaitement fait, Benoît, avec une série de 3 middle enchaînés d'un high kick. Donc, tout ça fait partie de la stratégie de combat. Et à noter aussi que quelque chose était dans le plan de Daniel Waurin, c'était le fait d'envoyer des gros middle et de se dire, au pire, s'il décide de les bloquer, il se pètera un bras dessus. Et c'est incroyable parce que c'est mot pour mot ce qui est arrivé en fait. Ouais, c'est incroyable. Franchement, faut saluer le game plan qui a été mis en place par Daniel Waurin. Vraiment, euh, on a entendu beaucoup d'analyses sur les combats, tu sais, des stratégies qui auraient pu être mises en place. Ouais. Mais franchement, celle-ci, c'est là qu'on voit vraiment l'intelligence de Daniel Waurin et l'expérience qu'il a. On le présente plus et franchement, Ouais, ouais. c'est impressionnant. Pour te répondre, Kevin, on a entendu effectivement beaucoup d'analystes. Alors j'ai envie de te dire même beaucoup trop. Je veux pas avoir l'air un petit peu aigri. Tu sais, je comprends Oui, oui, qu'aujourd'hui les analystes ont besoin de visibilité et par conséquent, le fait de parler du combat de Benoît Saint-Denis amène de la visibilité, tu bien vois. sûr. Mais j'ai trouvé sincèrement les analystes extrêmement rudes, extrêmement pessimistes quant à l'issue du combat. À écouter les gars, Benoît en gros avait 2 chances sur 3 de perdre. Euh, J'avais dit, hein, tu te rappelles, dans le JDF, j'avais dit je parle pas trop, mais j'ai de bonnes raisons, d'excellentes raisons de croire que ça allait bien se passer, de penser que ça allait bien se passer, parce que nous, Benoît, on le connaît mieux que personne, en fait, si tu veux. On connaît ses capacités, on l'a déjà vu à l'œuvre contre ce genre d'adversaire. Donc on avait déjà beaucoup d'indications quant à ce qui était possible ou non. Et voilà. Tu sais quoi, je vais continuer. J'ai vu beaucoup d'analystes en fait prédire une défaite de Benoît. Et tu sais, je suis mort de rire parce que depuis hier, je regarde les podcasts et les analystes de ces gens en question qui aujourd'hui nous disent ben voilà les gars, qu'est-ce que je vous avais dit? Victoire de Benoît Saint-Denis, les gars. Et tu sais, ça me fait délirer parce qu'en fait, 2 jours avant, les gars, ça va être chaud, hein, ça va être chaud pour Benoît. Moi, je prédis défaite à la décision pour Benoît, tu vois. Et tu sais, 2 jours après, qu'est-ce que je vous avais dit, les gars, tu vois.
Je suis juste un petit peu triste quant au fait qu'on n'ait pas suffisamment eu confiance en Benoît, en fait, si tu veux. Je parle du public général. Bien sûr, bien sûr. Alors, comment dirais-je, les fans de MMA, eux, étaient très chauvins, en fait, comme d'habitude, hein. Tout le monde souhaitait le meilleur pour Benoît, mais au sein de la sphère du MMA, j'ai l'impression qu'on a clairement sous-estimé Benoît. J'ai l'impression qu'on nous a pris pour des mecs qui... Enfin, tu vois, quand je vois parfois certains commentaires, je me dis, putain, mais les mecs, ils ont l'impression qu'ils vont nous apprendre notre taf, quoi, tu vois. Il y avait plein de commentaires en mode... il y a eu un commentaire qui était très rude sur RMC quand je suis passé sur RMC, qui disait Pelletier a fait un très mauvais choix pour Saint-Denis. Après la défaite, il devra rendre des comptes. Tu vois, Ah il ouais, fallait que je carrément. rende des comptes. Ouais, mais c'est un truc de fou, tu vois. C'est un truc de fou. Donc j'espère que ces personnes qui ont pensé ça et qui ont prédit ça, bah, j'espère que là, elles vont être capables de faire un petit mea culpa et de nous dire qu'effectivement, Benoît Saint-Denis, bah, finalement, est bien plus fort que ce qu'il pensait. En tout cas, moi, de mon côté, et nous, de notre côté, de son équipe, bah, ça peut paraître très prétentieux, mais en toute franchise, Kevin, c'est pas une surprise. Tu te rappelles, je t'avais dit, ça va être un combat très dur, mais Benoît, il va gagner ce combat. Il va gagner, tu vois. Nous, Benoît, on le connaît, c'est pas une surprise. Et sachez que ce qu'a montré Benoît avant-hier soir, parce que du coup, la vidéo va apparaître 2 jours plus tard, c'est encore loin de ce qu'il va nous montrer à son prochain combat. Benoît, il a une marge de progression énorme. Il progresse à chaque combat. Et, et aujourd'hui, on peut dire que pour la première fois en France, on va avoir un représentant français dans le top 15 de l'UFC, quoi, Ouais. en lightweight. Ouais, dans une catégorie qui est extrêmement difficile, hein. Si c'est la catégorie la plus difficile, ben écoute, franchement, ça, pour rebondir sur tout ce que tu es en train de dire, c'est vrai. C'est vrai que c'est l'impression, moi, que j'ai eu aussi. En fait, on s'est pas rendu compte de à quel point Benoît il est fort en fait, tu vois. Et là, comme tu l'as dit, c'est qu'une facette en fait de ce qu'il est en fait. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un avant-après, tu vois, Guillaume. Oui, Vraiment, là, j'ai l'impression qu'il y a un avant-après. Pourtant, Ismaël Bonfim, c'est un adversaire, je mets du respect sur son nom, mais c'est pas l'adversaire non plus le plus dur de la catégorie qui va avoir à affronter, tu vois. Donc, j'ai l'impression que pour le coup, on l'a surestimé son adversaire, tu vois. Tout le monde disait, alors que bon, il a mis un coup de genou et voilà quoi. Il a pas non plus, il était invaincu aussi. Donc bon, il depuis y avait, 2014. ouais, Invaincu voilà, depuis 2014, classé 49e sur Fight Matrix, donc il y avait effectivement toutes les raisons de penser que c'est un adversaire solide. bien Mais sûr, nous, comme tu l'as parfaitement résumé, nous, on voyait ça juste comme une étape. bien C'est sûr. juste une étape dans la progression de Benoît. Et sincèrement, aujourd'hui, moi, tu sais, je mets vraiment de côté tous les commentaires négatifs. Tu sais, quand je suis passé sur RMC, bon, il y a Mm. beaucoup de gens qui m'ont kiffé, tu vois. Ça, c'était cool et je remercie tout le monde. Maintenant, il y a eu beaucoup de commentaires en mode, ouais, il en fait beaucoup trop avec Saint-Denis, tu sais, en mode, je le vendais trop comme quoi c'était un tueur, quoi, tu vois. Bah, j'espère que ces gens, euh, petit à petit, en fait, commencent à comprendre pourquoi est-ce que je vends Benoît Saint-Denis comme un tueur, parce que c'est un tueur, tout simplement. Nous, sans aucune prétention, aucune, on a un peu plus d'avance sur le fan de MMA moyen, parce que nous, on passe du temps avec Benoît, on s'entraîne avec lui, on le connaît. Et en fait, il faut juste du temps aujourd'hui pour que les gens découvrent et apprécient Benoît à sa juste valeur. C'est un combattant du top, en fait. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les gens se doivent de l'accepter. C'est un combattant du top et j'espère que les Français sont fiers d'avoir un représentant comme Benoît parce que je trouve, moi, que c'est un excellent porte-drapeau. Il est fier d'être français, il représente la France avec le cœur, vraiment avec le cœur. Mm. Moi, j'ai des frissons. Je suis fier, moi, aujourd'hui, de représenter en tant que manager un athlète comme Benoît Saint-Denis. Pour moi, c'est une grande fierté. C'est une belle aventure. On grandit tous ensemble parce que pour le coup, c'est la première fois que j'ai un athlète qui performe à aussi haut niveau. C'est-à-dire qu'en fait, Benoît est aux portes du top 20 de l'UFC. Donc, on grandit en fait tous ensemble. Et moi aussi, dans ma carrière de manager, je suis en train de grandir en même temps que lui. Et voilà, on était encore il y a quelques minutes là au téléphone. C'est une aventure exceptionnelle. Je suis fier de lui. C'est quelqu'un qui mérite. Pour finir, parce que j'ai optimisé la parole, Non, 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 bien sûr. euh, je voudrais remercier de près ou de loin, à la petite comme à la grande échelle, tous ceux qui ont participé au succès de Benoît, c'est-à-dire
les partenaires d'entraînement, les coachs, même les coachs occasionnels. Tu sais, il y a beaucoup de coachs occasionnels qui viennent pour une journée, pour 2 jours, tu vois. Les partenaires d'entraînement, ceux de la Team Orin qui se déplacent dans le sud de la France pour faire des camps d'entraînement avec Benoît. Les médias aussi, c'est très important. Les médias comme toi, Kevin, comme RMC qui nous donnent beaucoup de force et comme plein d'autres médias, c'est important de mettre la lumière sur quelqu'un comme Benoît qui la mérite. Et voilà, comme juste pour conclure, bah, encore une fois, merci à tous ceux qui ont cru en lui. Merci aussi à ceux qui croyaient moins mais qui vont commencer à croire en lui parce que voilà, c'est un beau représentant et moi je suis fier qu'on ait Benoît comme porte-drapeau en France, quoi. Bah écoute, franchement, j'ai rien de plus à ajouter. T'as tout dit et c'est une belle conclusion. Moi, j'avais juste une question quand même. Est-ce que à ta rencontre avec Benoît, tu pensais en arriver jusque-là en tant que manager, tu vois? Alors je peux pas mentir, Kevin, tu sais, je pourrais pas dire effectivement tu sais, l'histoire serait belle si je te vendais un truc du genre. Ah mais tu sais, Kevin, moi, dès qu'on s'est serré la main avec Benoît, j'ai tout de suite compris qu'il irait très loin, tu vois. Non, je veux pas te mentir. En fait, avec Benoît, j'ai réalisé qu'il pourrait aller très loin après le second combat, en fait, parce que le second combat était un vrai test et il l'a passé tellement facilement que là, j'ai commencé à sentir qu'il avait quelque chose de très spécial. Donc, je peux dire que très tôt dans sa carrière, j'ai tout de suite cru en lui et je savais qu'on pourrait aller très loin, effectivement. Et Benoît Saint-Denis, c'est 11 victoires, une défaite contre un mec qui était dopé, Ouais, Élisée, qui était pas dans sa catégorie. Autant dire qu'il est invaincu, Benoît, aujourd'hui. bien sûr. Et voilà, comme tu l'as dit, on a un combattant français qui est complet. Moi, c'est surtout ça que je veux souligner, c'est que tu vois, peu importe les adversaires qu'il va affronter là par la suite, d'ailleurs, on va y venir à parler de ce sujet, mais on n'a aucune crainte à avoir. Il a un menton, il frappe fort, il met KO, il soumet, il fait du catch Ouais, control. Enfin, qu'est-ce qu'on a à craindre en fait, tu vois? Et d'ailleurs, il a call out Raphaël Fiziev, Gamrot. ouais. Enfin, il a call out du beau monde. Ça, je veux savoir, est-ce que c'était préparé, Guillaume? Est-ce que vous en avez discuté en amont ou c'était complètement de l'improvisation de sa part? Toi, qu'est-ce que t'aimerais? Il y a aussi Dan Hooker aussi, t'as dit sur RMC Sport. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit attendre pour la suite pour Benoît Saint-Denis? Alors, avant de répondre à ta question, je voudrais aussi qu'on souligne quel magnifique footballeur que peut être Benoît Saint-Denis. Il a vu que Bonfim était petit et trapu, il a cru que c'était un ballon de foot et pour le coup, il a placé de magnifiques reprises de volée et je voudrais souligner ça. Alors la suite, oui, c'était plus ou moins préparé avec Benoît. Ça fait des semaines qu'on en parle. Euh, En fait, c'est très dur parce qu'il faut savoir détacher le fait de rester focus sur le prochain combat et du coup de pas parler de ce qui va se passer après. Mais en même temps, on reste quand même dans une carrière où on se doit de construire et de faire des plans. Donc, on avait discuté avec Benoît, clairement, si on passe bon film, le but, c'est d'aller chercher un top 15. Ça, c'est une obligation. Donc, aujourd'hui, la direction qu'on veut donner à sa carrière, c'est clairement de donner un top 15. Je peux te donner une exclusivité tout de suite sur After Fight. Les fans auront la chance de retrouver Benoît Saint-Denis le 2 septembre à l'UFC Paris. Super. Ah ben écoute, on a hâte. Ouais, justement, les négociations ont déjà commencé, Guillaume. Bien sûr. On perd pas de temps Ouais. avec l'UFC, c'est eux qui t'appellent, c'est toi qui les appelles. Ça, les gens, je pense qu'ils aimeraient un peu savoir comment ça se passe dans les coulisses. Bah, Et écoute, moi, quand il y a eu la victoire de Benoît, il m'a appelé immédiatement. 2 minutes après, il m'a appelé pour m'expliquer qu'il n'y avait pas de bobo, tout ça. Donc moi, j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un WhatsApp au matchmaker de l'UFC en lui disant, écoute, il n'y a pas de bobo, direction l'UFC Paris. Et il m'a répondu, je suis déjà en train de chercher un adversaire, qu'en penses-tu? Donc du coup, j'ai envoyé quelques petits noms et voilà, ça travaille pour l'instant, ça bosse gentiment. super. Bon, il y avait aussi Daniel Warin. Moi, j'ai adoré Daniel dans la cage après le combat. Ce qu'il a crié, franchement, l'énergie qu'on a senti aussi, Daniel, franchement, on voit qu'il était là, quoi, tu vois. C'est beau aussi de voir cette alchimie qu'ils ont ensemble. Faut Bien saluer sûr. aussi le travail que fait son coach de sol, Chris Avocat, tout à Chris fait, tout à fait. Savoca. Franchement, voilà. Il y avait aussi son frère à Benoît. Enfin Ouais. voilà, le coin était
était bien structuré. Enfin, franchement, il y avait tout pour s'imposer. Donc, écoute, Ouais, magnifique. tout à fait. Bah, écoute, quant à la réaction de Daniel, tu sais, il faut que les gens comprennent le travail que peut représenter un camp de 2 mois, de trois Hmm. mois, l'investissement personnel qui va avec, le fait de passer beaucoup moins de temps avec sa famille et avec ses enfants parce que il y a une priorité. Voilà, c'est l'aboutissement en fait de plusieurs mois de travail. Et voilà, il a laissé exploser la joie. Et puis en plus, avant, il y avait eu la blessure. Enfin, je veux dire, là, l'histoire, elle est belle, hein. Franchement, voilà. Et donc, c'est mérité vraiment. C'est mérité. Voilà. On a hâte la suite. UFC Paris. Le 2 septembre, voilà. De toute façon, restez branchés dans le JDF. Voilà. Guillaume nous tiendra informés de la suite pour Benoît Ouais. Saint-Denis. En tout cas, il semblerait que la BTT soit bien représentée à l'UFC Paris et ça, c'est cool. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. On va passer à la suite. Ne vous inquiétez pas, on tourne ce podcast en deux parties. Donc, dans la deuxième partie, parce que les auditeurs du journal du Fight, ils ont relevé le défi, Guillaume. Il y a eu les Ouais. 50 commentaires, donc Benoît Saint-Denis sera avec nous. Ne vous inquiétez pas, on continue. Ne loupez pas la fin. On va Alors, parler. regarde ce que j'ai envie de Ouais, faire. Tiens, regarde, je te le fais en direct, excuse-moi. vas-y, Euh, Guillaume. lorsque Benoît Saint-Denis va venir sur le podcast, tu sais ce qu'on va faire? Moi, je vais laisser ma place. Waouh. Parce que, Je- bah, en fait, regarde, Kevin, Incroyable. moi, je suis le représentant de Benoît Saint-Denis et son manager. Ouais, bien sûr. Euh, ça me semble malhonnête le fait qu'on soit tous les deux et ça va influencer un petit peu ses réponses, etc. Ok. Moi, je veux qu'il laisse exprimer sa joie. Je veux qu'il soit clair sur ses intentions. Et par conséquent, on va laisser aux auditeurs le plaisir d'un échange entre toi et lui Eh directement sans ben, ma présence. merci de me faire cet honneur et pour les auditeurs aussi. Donc j'espère que vous apprécierez l'échange et son retour sur le combat. Ah, les gars, on vous a fait une promesse. Les gars, vous avez respecté le deal. Donc, on respecte le deal de notre côté, ce qui est tout à fait normal. On va passer au COF qui avait lieu à Rennes. Là-bas aussi, il y avait des représentants de la BTT. Tout à fait. euh, voilà, qui avait pour main event donc Oumar Sy. Donc c'était le premier événement. Bon, malheureusement, j'ai pas pu y assister. J'ai suivi ça depuis leur réseau. Donc D'accord. déjà, fort faut signaler que la médiatisation de cette organisation, franchement, elle est belle. Que ce soit, Ouais, j'ai trouvé ça bien. Ouais. ouais, ouais, moi j'ai trouvé ça très très organisé. Alors toi, tu m'avais dit que tu avais eu des retours justement de Oumar. Ouais. Et bon, victoire de Oumar Ouais. Tout à déjà, fait. qui s'est imposé par TKO dans la première reprise. Là, Ouais, bah, pareil. si je peux parler en 2 mots, donc les retours que j'ai de Oumar, si tu veux, même sans parler de nos communications privées, il a pris le micro à la fin de son combat et en fait, il nous a expliqué que il combat notamment au KSW ou dans d'autres très grosses organisations dans le monde et qu'en fait, le COF, en gros, avait rien à envier au KSW, tu vois, qui est une remarque absolument incroyable. Donc, pour expliquer que Oumar a été ravi de l'accueil, du traitement de faveur, enfin de tout en fait dans l'organisation du COF. Donc merci à eux pour tout ce qui a été mis en place. Une organisation très sérieuse et on espère les retrouver très bientôt pour le coup. Combat d'Oumar Sy contre un vétéran UFC. Un vétéran en plus avec un joli record à l'UFC parce que si ma mémoire est bonne, il était avec un record de 4-3 à l'UFC. Donc pour le coup, il était en positif à l'UFC. Joli combattant, mais aujourd'hui, pour inquiéter Oumar, il faut quelqu'un de beaucoup plus solide que ça. Oumar, aujourd'hui, c'est, tu sais, un peu à l'instar de Benoît Saint-Denis. Euh, Oumar Sy est très proche de rentrer dans la petite sphère du très très haut niveau, en fait, si tu veux. Oumar, moi, pareil, je le vois clairement comme étant quelqu'un qui va affoler les compteurs dans quelques mois. Oumar, je pense que dans 6 mois, c'est une révélation. Il a explosé, que ce soit en termes de médias, de réseaux, etc. Il a choqué le monde. Je le vois comme la prochaine révélation française. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et puis il est dans une catégorie où clairement l'UFC, voilà, ils attendent d'avoir des combattants qui débarquent là-bas, quoi.
Donc franchement, non, il a sa place, hein. Il a sa place. Là, il a 8-0, 9-0, 9-0, tout à fait. 9-0. Franchement, pareil, hein, c'est quelqu'un qui a C'est 9-0, c'est c'est incroyable. ouais, c'est quelqu'un qui a commencé le MMA il y a pas non plus, il y a pas longtemps, hein. Ça fait quelques années qu'il est sur le circuit professionnel. 2019, hein, Ouais, 2019. Rendez-vous compte, c'est quoi. Ça fait incroyable. ça fait 4 ans, quoi. Et pareil. Enfin, voilà, un combattant qui parle pas beaucoup. Franchement, il fait pas de bruit. Mais, C'est ça. voilà, là encore une fois, il prend une victoire et voilà. En tout cas, il avance doucement mais sûrement. Franchement, on a hâte la suite. Du coup, c'était Ouais, un one shot là. Il est encore en contrat au KSW, on est d'accord? tout à fait, tout à fait. Il est encore Ok. en contrat au KSW. Le KSW n'avait pas de date à lui proposer sur les prochaines semaines. On a reçu une magnifique offre du COF, sincèrement, qui a fait une offre qui était proche de l'offre qui ne se refuse pas. Mhm. Donc voilà, en plus avec un joli projet sportif, c'est-à-dire le fait d'accepter l'adversaire en gros que l'on voulait. Donc nous, avec Oumar, la stratégie, c'était justement d'aller chercher un adversaire solide avec un passif qui avait une signification, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun sens d'aller chercher un mec, euh, comment pourrais-je dire, un mec facile, qui n'allait rien apporter dans l'évolution d'Oumar. Euh, Même là, pour te dire et être très honnête, je suis choqué et frustré de la facilité avec laquelle Oumar a gagné, en fait, tu vois. Je m'attendais vraiment à beaucoup plus de résistance de la part de son adversaire, qui a un record de 4-3 à l'UFC, quoi. Et en fait, Oumar s'est amusé avec lui, quoi. C'est pour ça qu'encore une fois, je vous répète, Oumar, c'est clairement la prochaine pépite. C'est la prochaine, en fait. C'est clair, c'est simple, c'est précis, c'est limpide. Oumar, c'est la prochaine pépite, tout simplement. Et en parlant de pépites, on a un combattant poids lourd qui était aussi sur cette carte en co-main event. Quentin Rouskov Domingos qui affrontait Fait Aktas, donc un combattant pas très connu, d'origine turque. Ouais. Ben voilà, Quentin qui a fait énormément de progrès physiquement. Faut saluer, Mhm. je crois que c'est Quentin, le nom de son... Non, je sais pas si je dis des bêtises, le nom de son préparateur physique. Enfin bref, il a fait une... Yes. Ilyes, c'est? D'accord. Ouais. Donc il a fait une grosse prépa physique. D'ailleurs, on a pu voir le changement un petit peu physique de Quentin sur ce fight. Et ben écoute, franchement, magnifique combat. Il s'impose par TKO dans la deuxième reprise. C'était un beau combat, franchement. Et Ouais, effectivement, effectivement, je vous invite à aller voir les réseaux du préparateur physique de Quentin qui s'appelle Fight Fitness. mm, Gros travail qui a été fait. Rouskov qui a perdu quelques kilos, hein. Il s'est pesé, je crois, à 116 kilos, il me semble. Alors que c'est quelqu'un qui a tendance à tourner aux alentours de 122, 123, voire même plus parfois. Un gros travail qui a été fait, un gros travail psychologique et de mise en confiance, parce que pour la première fois de sa vie, Rouskov nous a fait un double leg. Donc c'était cool à voir, c'était cool, ça faisait plaisir. On a vu Rouskov dans un autre registre, emmener son adversaire au sol, le contrôler, faire du tam-tam sur sa tête. Et ça, c'était cool, quoi. ouais, bah, de toute façon, il l'a dit, hein, il souhaite se réinventer, justement enlever un peu cette étiquette de bourrin, de Voilà. mec qui va qu'à la bagarre et essayer de devenir un combattant poids lourd un peu, j'ai envie de dire 2.0, qui sait tout faire. Et ben là, écoute, il nous l'a montré. Faut aussi souligner le travail qui est fait. Tu t'en vas, Guillaume? Tu t'en Ah, vas? je suis là, je Ah, suis les là. auditeurs, ils vont quitter si tu t'en vas. Oui, je suis là, je suis là. Faut saluer aussi le travail qui est fait par SB, la Ouais, team AFC 59. Voilà, pareil, c'est une team qui est dans l'ombre, qui travaille dur. Et ben, il y avait Bison dans son coin, il y avait SB. Franchement, ils font un boulot monstrueux. Il y a aussi, enfin voilà, c'est la team où il y a Mustapha Ida, Brandon Brachet. tout à fait. Je suis désolé pour ceux que j'oublie. Mais voilà, enfin, je tenais à souligner le travail qui a été fait aussi. Donc voilà, donc hâte la suite. Rouskov, on pourrait le voir sur une orga française. Est-ce qu'il y a une grosse orga pour lui? Parce que faut aussi voir que Quentin, hormis le package d'être un combattant poids lourd, sur les réseaux, c'est très très bon. Il y a tu vois, il sait se vendre, on va dire. Donc j'imagine qu'il y a des orgas qui doivent t'approcher pour avoir Quentin. Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'orgas. Maintenant, avec Rouskov, on avait un travail bien précis à faire.
Rouskov, on avait besoin qu'il prenne confiance en lui, en fait. Il avait besoin de répéter, d'avoir plusieurs combats, d'être très actif, de passer beaucoup de temps dans la cage. Tu sais, les poids lourds parfois ont cette particularité de manquer de confiance en eux, tu vois. Alors c'est très paradoxal parce que ce sont de gros bébés, mais comme tout le monde, ils ont besoin d'un taux maximal de confiance et c'est ce sur quoi on travaillait avec Quentin. Et là, du coup, on n'est pas loin effectivement d'être prêt à signer dans une belle petite organisation contre un adversaire très solide, hein, à surveiller de très près. Allez, super. Au niveau de la suite de la carte, c'était diffusé sur France TV. Toi, tu as pu regarder l'intégralité de la carte. Il y avait des combats aussi en Ouais, amateur. j'ai regardé sur Sport en France. Ok, ok, c'était payant. Ouais, enfin, faut payer l'abonnement sport en France, hein. Ok. Ouais. Ouais, il n'y a pas eu de bug comme l'autre fois que tu parlais de l'application là. Alors, il n'y a pas eu de bug. Ok. Il y a eu un truc qui m'a un peu contrarié, c'est le fait Vas-y, c'est super que les... intéressant Guillaume parce que je pense que ça fait avancer les organisations, tu vois, Ouais, on peut se permettre de juger sur ben, le canal de diffusion, sur le traitement des combattants, sur la salle, tu vois. bien sûr. Mais en fait, comme je dis toujours, Kevin, on peut critiquer et faire des remarques à condition que ce soit honnête et juste. Tu vois, le fait de détruire pour détruire, ça n'a aucun sens. Si c'est dans un but honnête de rehausser le niveau, c'est cool. Alors, le petit truc qui m'a contrarié, tu me demandais sur la diffusion, c'est le fait que les commentateurs ne connaissaient même pas, enfin, ne savaient même pas que Oumar avait changé d'adversaire. Ils ne connaissaient même pas son nom et prénom et le fait que c'était un vétéran de l'UFC, tu vois. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que c'est vraiment quelque chose qu'il fallait mettre en avant. Mais il semblerait que les fiches des commentateurs soient restées euh, un mois auparavant, quoi, tu vois. Ça, la mise à jour, apparemment, a oublié d'être faite. Et c'est dommage. D'accord. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Ouais. Ok, ok. Ben, du coup, on va faire un petit récap de la BTT News, Guillaume. Je vais Ouais, te laisser super. la parole. Bon, on a déjà parlé de trois combattants. Est-ce qu'il y en a d'autres? On t'écoute Bah, ou des... regarde, je vais te la faire très très simple. On a eu un mois où on a fait 16 combats au mois de juin. On a fait 14 victoires pour 2 défaites. Donc on a déjà parlé de tous les résultats à Kingdom, ceux d'Hexagone, ceux du Brave, ceux de Dynamite. On avait donc ceux du COF dont on a parlé. Benoît Saint-Denis qui a combattu hier soir. Donc voilà, on est à jour. Le mois de juin arrive et j'espère qu'il sera aussi bon que le mois précédent parce que on commence à affoler les statistiques, j'ai l'impression. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai vu passer un combat tout à l'heure qu'on avait parlé, qui a combattu chez Hexagone, qui a combattu chez, ouais, chez Hexagone, Abou Toukara, Ouais. qui va combattre du coup, sur Octagone. Ah, tu l'as vu où? Ça a déjà été annoncé? Ça a déjà été annoncé, ouais. Eh, Merde, je l'ai pas vu. il y a quelqu'un qui travaille dans l'ombre, là. Ah, j'ai pas vu qu'il l'avait Ouais, publié. Parce que ouais, j'ai reçu la photo tout à l'heure. ouais, Ah, ça a été mis yes. sur les réseaux de Ouais, nos amis d'Octogone. je la mettrai, Voilà. ouais. Ok. Donc voilà, vous retrouverez Abou Tunkara donc sur l'Octagone Ouais. le 29 juillet. Je Gros suis coup. très content. Je Ouais, suis c'est vrai. extrêmement content de ce combat parce que Bushinger, en fait, c'est un peu, c'est le test en fait en Europe. Si tu passes Ouais, Bushinger, tu passes dans la catégorie au-dessus en fait. Tu as un peu plus de crédibilité, j'ai envie de te dire. Bushinger, c'est un vrai test. D'ailleurs, Saladin Parnasse avait combattu contre ouais. Bushinger. Ouais. Abou Bushinger, Tunkara qui s'entraîne à la Hatch Academy, ouais. ouais, tout à fait. Bushinger, c'est du solide, c'est du très solide. Mais Abou fait partie de ces combattants très peu connus du grand public et du coup très sous-estimés. Et je l'espère et je le souhaite très fortement qu'on assiste à une très grosse surprise. Super. Bon, ben on a fait le tour pour l'actualité du MMA. Un petit mot, je l'ai pas regardé, mais je vais quand même les mentionner. Il y avait la Supreme League, donc l'événement de Hatch. Du coup, c'est uniquement amateur, ça? Ouais, c'est que amateur en Uniquement fait. amateur. Ouais, D'accord, tout à donc fait. en fait c'est pour un peu faire des détections, non, j'ai envie de dire. Ouais, bah, c'est un peu la Ligue des champions des amateurs, en fait, si Ok, tu veux. Sauf que c'est une compétition entre clubs.
Et ça, c'est cool, D'accord. en fait. Le principe est vraiment bien, tu vois. Ok, super. Super. D'ailleurs, en parlant des amateurs, j'ai pu voir sur tes réseaux que tu avais rouvert encore les liens des inscriptions pour le camp donc de la BTT qui va se dérouler au Maroc. J'ai pu en parler avec Bison, Salim, El Waissaidi, qui lui était content avec son Maroc, il s'est pas caché. Du coup, il y avait 50 places. La dernière fois qu'on s'est parlé sur le dernier JDF, tu étais à 46, 47, je sais plus à combien tu étais exactement. 44, il me semble, et Ok, là, ça y est, on vient de compléter. Tu sais, on aime beaucoup les rondeurs chez nous, tu vois. Donc, on voulait arrêter les inscriptions sur un chiffre très rond. ok, Donc, ça s'est fait à 50, et voilà, je crois que ça y est, on a atteint le 50e aujourd'hui ou hier, je crois. Donc voilà, c'est ok. encore une fois, comme je le disais, c'est juste incroyable en fait. Tu sais, parfois, il n'y a pas besoin de faire de très grandes phrases. C'est juste incroyable en fait. On va réunir 50 amateurs qui se déplacent de France pour venir au Maroc pour faire des détections. Ils viennent tous dans le but de signer à la BTT. C'est juste exceptionnel. Il n'y a pas besoin de plus parler. C'est juste incroyable. Merci à tout le monde. Super. Ben, on a hâte de suivre ça. Et d'ailleurs, petite précision, il me semble que c'est le training camp de la BTT où tu as pris le plus d'amateurs possible. Ouais, tout à fait, tout à Sur- fait. Nous, on croit vraiment en fait en les amateurs, on croit vraiment en la future génération et de toute façon, tu as vu tous les ans, on arrive à sortir un amateur qui va performer sur le circuit professionnel. Donc, on veut vraiment continuer. Comme je t'ai déjà expliqué, c'est un travail que nous, à la BTT, on aime faire. On aime construire les carrières plus que de récupérer des combattants déjà aguerris dans d'autres écuries. Nous, on préfère les construire. Ça crée des liens forts avec les combattants. Et voilà, aujourd'hui, c'est clairement notre marque de fabrique et on va continuer là-dessus. Ouais. Et d'ailleurs, je vous tease que le podcast justement sur la construction de carrière par Guillaume Pelletier arrive très très prochainement, les gars. Vous inquiétez Eh ben, pas. regarde, plutôt que de faire languir les gens, regarde, on fait ça la semaine prochaine, Ah, étant donné qu'il me voilà. semble, Ouais, il y a moins d'actualité, il me semble, la tout à semaine fait. prochaine. Tout à fait. Il n'y a Donc, pas d'arrêt là. profitons-en. Ouais. Pas Ouais, d'arrêt. donc, profitons-en. Ok. Semaine prochaine, c'est parti. On fait un JDF sur la construction de carrière et c'est un sujet qui me passionne. Donc, n'hésitez pas, les gars, si vous avez des questions, on met ça Ouais. en commentaire et on y répondra avec très grand plaisir la semaine prochaine. D'ailleurs, on va prendre les commentaires du précédent JDF et Allez, on va en répondre à quelques-uns. Il y en a eu, du allez. coup, il y en a eu 53. Voilà, les gars, merci. Bon, franchement, il y a la team Benoît Saint-Denis qui s'est manifestée. Faut le dire, hein, il y a pas eu beaucoup de questions, mais il y a eu beaucoup de force donnée à Benoît Saint-Denis et ça m'a fait énormément plaisir. Il y a même des gens aujourd'hui qui ont mis des commentaires Je concernant vois. Benoît Saint-Denis et j'étais obligé d'en souligner un petit retour suite au fight de Benoît, c'est de Anis 93 Anis. 800, un mot magistral. On a enterré Benoît d'avance et ça fait mal au cœur que ça vienne des Français et des Américains. Attention les gars, il n'y avait pas Ouais. que les Français, faut pas que tirer sur notre pays. On l'envoyait déjà dans une autre orga, on parlait déjà de lui comme un vétéran UFC. On a vu son mental en combat pour son premier fight UFC et là, on a vu son mental pour préparer une grosse échéance. Il a fait taire tout le monde, déjouer tous les pronostics. Je le dis ouvertement, ce gars-là est à l'heure actuellement le meilleur combattant français de l'histoire du MMA. Ce gars-là a résumé beaucoup de choses et je le rejoins énormément dans ce commentaire et je dis pas ça parce qu'il va être très très bientôt avec moi là dans le podcast. Vraiment, les gars, on a une pépite, les gars. Les gars, on a une pépite. C'est même pas le moment de monter dans le train, les gars. On devrait déjà être tous dans le train et apprécier le voyage. Alors effectivement, c'est une pépite, mais tu vois qu'on peut aussi avoir des pépites en tant qu'analyste chez les fans de MMA, parce que pour le coup, là, le commentaire d'Anis est à la fois très lucide et à la fois très honnête. Le fait que malheureusement, il y a beaucoup de Français qui avaient enterré Benoît Saint-Denis. Et aujourd'hui, force est de constater que les gars se sont trompés, parce qu'en fait, si tu veux, c'est pas une victoire à la décision partagée de Benoît Saint-Denis. Aujourd'hui, il a roulé sur Ismaël Bonfim. Il lui a fait une masterclass. Il a montré que clairement, Benoît n'a rien à voir avec ce niveau-là, en fait. Benoît est clairement au-dessus, mais très largement. Et l'analyse d'Anis est parfaite, et merci beaucoup à lui, et merci d'avoir l'honnêteté intellectuelle d'admettre que oui, effectivement, les gens ont eu tendance à enterrer beaucoup trop rapidement Benoît. Après, je peux comprendre. Les gens
ont vu finalement Benoît que sur 2 victoires à l'UFC. Donc finalement, Benoît, il n'a pas beaucoup de temps dans la cage de l'UFC, donc les gens le connaissent peut-être pas trop et ont tiré des conclusions un peu hâtives. Donc voilà, j'espère là pour le coup que les gens vont mettre un peu plus de respect sur son nom et la prochaine fois, j'espère qu'on verra que d'excellents commentaires quant au prochain combat de Benoît Saint-Denis, quoi. Et ben, forcément, on a parlé de Benoît et ça m'a fait oublier la carte en fait, mais la carte était belle. Le seul regret que j'ai sur UFC Fight Night, c'est Abou-Magomedov. Je Franchement, savais que tu allais dire ça. tu sais Ouais. quoi, bon, faut être sincère, il m'a fait perdre de l'argent, mais c'est pas grave. Il m'a fait perdre de l'argent, mais Grosse déception. ouais, grosse déception. Alors bon, j'ai eu un de ses proches qui m'a dit qu'apparemment il y avait un problème au niveau de l'altitude à Las Vegas. Alors je sais pas du tout ça si c'est quelque chose qui peut. Voilà. J'ai eu ce retour parce que franchement, faut constater qu'il y a eu un problème de cardio là. C'est pas possible. Alors est-ce que c'était le game plan ou la stratégie mise en place de tout envoyer dans le premier round? Franchement, j'ai pas compris. J'ai pas Juste pour compris. information, mon cher Kevin, l'altitude de Las Vegas est de 610 mètres. Ok, donc ok. Donc, Bon, il n'y a pas de problème d'altitude à 600 mètres, tu vois. ok, ok. Là, il y a une colline là, juste devant chez moi dans le Ouais, champ, là. Elle fait 500 mètres de haut, tu vois. ok. Donc, non, je ne pense pas que ce soit un problème d'altitude. Euh, Il y a une grosse déception du côté d'Abous Magomedov, effectivement, parce qu'on espérait tous beaucoup plus. Alors, tu sais, dans ces cas-là, il faut voir sous différents angles. Soit c'est une très grosse désillusion du côté d'Abous Magomedov, ou soit finalement c'est une grosse masterclass du côté de Strickland. C'est ça aussi qu'il faut voir. Moi, Strickland, je l'ai trouvé monstrueux. Je l'ai trouvé euh, très dominé dans la première reprise. Ouais. En fait, il a laissé, je pense, Abous se cramer, prendre confiance, envoyer des coups, des kicks à répétition. Et en fait, dès qu'il a accéléré début de seconde, Strickland, il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus rien, quoi. Il n'y avait plus de gaz, quoi. Et je crois qu'au-delà de la déception, du côté d'Abous, je crois surtout qu'en fait, Strickland, il est vraiment très, très fort. Ah, il Très, très, fait, très fort. ouais, ouais, ouais. Et en plus, il est pas apprécié. Mais franchement, ouais, faut constater son intelligence de C'est ça. combat. T'as vu comme il combat? Son style, il est dégueulasse, hein. Sa garde là, avec son Tu as poing vu la sur. main basse, la main avant très basse et Oh l'épaule putain. très haute. Mais Ouais, ce ouais. mec-là, il a rien de. Tu vois, c'est tout ce qu'il faut pas faire en plus en combat, quoi. Mais ça marche. Et à Boost, les kicks qu'il lui a envoyés, enfin, moi j'ai trouvé ça dur, même à la fin. La position d'Abous, on le voyait que c'était fini, quoi. Et l'arbitre, il aurait dû arrêter. Franchement, l'arbitre aurait dû peut-être arrêter un peu avant. Voilà, c'est dommage parce que Abous, ils l'ont propulsé. Faut voir aussi qu'il avait combattu qu'une fois à l'UFC. 19 secondes de combat en 2 ans. Prendre Strickland, franchement, la marche, elle était. On peut dire que la marche était trop haute, Guillaume, clairement. Bah, sincèrement, non, parce qu'il faut faire preuve d'honnêteté. Si tu m'avais posé la question avant le combat, je t'aurais prédit une victoire d'Abous Magomedov. Ok, Donc ok. pour le coup, non. Du coup, ouais, je pense que le match-up sur le papier était très bon. Maintenant, il s'est avéré que bah, clairement, il n'y a pas match en fait, quoi. Il n'y a pas Hmm. match entre ces deux mecs-là et que Strickland est vraiment très loin finalement. Il est très loin de ce niveau, quoi. Bon voilà, en tout cas, c'était une petite parenthèse sur l'UFC Vegas. Après, il y avait eu aussi le combat de Kevin Lee. Enfin, je sais pas s'il y a Ouais. des combats qui t'avaient impressionné, vite fait. Ouais, celui de Kevin Lee, effectivement. Il y a le combat aussi. Le Goutam, là, Gouram. Ouais, Gouram, ouais, défaite. Ouais, défaite. Étrangement, ouais, défaite. On a aussi le co-main event que j'ai trouvé très bon parce que c'était deux combattants de la même catégorie que Benoît. Grant Dawson contre Damir Ismagulov. Grosse domination Ouais. incroyable de Dawson. Ouais, ouais, j'aurais prédit une victoire de Dawson, mais pas dans ces conditions, quoi. Là, pour le coup, il lui a vraiment roulé dessus, quoi, tu vois. Il y avait aussi la combattante championne du Ares aussi. Je l'ai même pas vu passer le Ouais, combat. Ouais, je l'ai tout à pas. fait, qui a perdu. Ouais, Ivana Petrovic qui perd la décision. Ouais, tout à fait. Pour son premier combat, donc voilà. Bon, c'était une Donc, comme petite. quoi, tu vois, excuse-moi, faut Ouais, non, vraiment que vas-y. les gens se rendent compte de la différence entre n'importe quelle organisation européenne et l'UFC, quoi, tu vois. La marche est vraiment énorme. Et tu sais, quand j'entends les combattants parler à répétition d'UFC, UFC, UFC, je pense qu'il y a une grosse part de méconnaissance dans le milieu, en fait, tu vois, entre le niveau moyen européen et l'UFC, quoi, tu vois. La marche, elle est vraiment énorme.
Et il faut que les gens prennent conscience, quoi, tu vois. Tu vois, Ivana Petrovic qui avait vraiment de superbes stats. Elle est arrivée à l'UFC, premier combat défaite. Tu vois, l'UFC, ça pardonne pas, hein, c'est la Ligue des Champions, encore une fois. L'UFC, tu retrouves que les meilleurs. C'est dur. Croyez-moi, les gars, c'est dur. Et on a une question donc de Sugashen. Prochaine question pour le JDF. Quel est votre combattant préféré? Guillaume, peux-tu nous raconter ton meilleur souvenir dans ta carrière de manager? Mon meilleur souvenir jusqu'à présent, Ouais. ben, pour le coup, je vais te parler du combat d'hier soir. Alors, en fait, voilà, pour le coup, Un petit regret de ne pas y être? non, pas de regret, pas de regret. Ok. Alors, je vais expliquer un petit peu à nos auditeurs. Comme à chaque combat, en fait, la team dans son ensemble, c'est-à-dire Benoît et Daniel Warin et Chris Savoca, souhaitaient que je vienne. Euh, mais voilà, c'était compliqué pour moi. J'avais déjà beaucoup voyagé ce mois-ci. C'était compliqué. J'ai préféré ne pas prendre de retard dans mon travail et rester actif derrière mon ordinateur. Et voilà. Bon, en tout cas, on pourra te retrouver sur l'UFC Paris. Coucou! Avec ce magnifique maillot d'Al Nasser. Voilà. Ah, super, magnifique. Ah ouais, qui vient de signer, d'accord, dans une nouvelle équipe. C'est Cristiano Non, Ronaldo, c'est ça? ouais, Ronaldo avec son maillot d'Al Nasser. Incroyable, incroyable. Et on va reprendre une petite question. Du coup, bon, merci Kevin, merci Guillaume, vous régalez, franchement dégoûté pour Hugo, le combat contre Donatello Ares, mais j'étais déçu de ne pas voir le fight, ça me fait penser au combat de Meditir contre Abou, un combat repoussé qu'on verra jamais, sinon force à Benoît pour son combat. Pour ceux qui veulent poser un billet avec modération, bien sûr, la cote est à 3,40. Sachez que contre Elisieux, il était à 1,90. Je trouve que ça vaut le coup, même si Bonfim est ultra solide. C'est Ouais. clair. Ouais, il y avait de l'argent à se faire. Il y a beaucoup de gens qui se Alors, sont belle fait de analyse. l'argent. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'il dit. Ceux qui veulent poser un billet avec modération, remarque très intelligente. Les Mm. gars, on joue pas avec l'argent. En fait, petit conseil à tout le monde, l'argent que vous misez sur un pari, il faut que ce soit de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Alors, on n'est jamais forcément prêt à perdre de l'argent. Il ne faut pas que ce soit de l'argent sur laquelle tu comptes. Il ne faut pas que ce soit l'argent qui sert à remplir le frigo pour tes enfants. On ne joue pas avec cet argent, en fait, les gars. Donc, si vous avez un petit billet de côté, j'ai éventuellement une proposition pour vous. Arrêtez de fumer. Et du coup, votre budget mensuel cigarette, vous pouvez le consacrer au pari. Là, pour le coup, c'est un investissement intelligent. Mais voilà, faites très attention avec les paris sportifs. C'est très important à souligner. Hormis ça, dans ce message, on parlait ouais, du combat de Hugo. Voilà, je me suis exprimé la semaine dernière avec une sortie incisive sur le sujet de Donatello. J'invite les auditeurs à regarder le JDF de la semaine dernière. Vous saurez plus en détail ce que je pense de ce magnifique athlète. Podcast de qualité avec deux intervenants au top. Continuez comme ça. Le journal du fight, ça te sauve un homme. De Massy. Très bon opus comme chaque semaine. Fair we go qui nous dit ça. Full commentaire. Merci pour le podcast de Nalar. Juste pour revenir sur Bigfoot, il a reçu beaucoup de KO avant son combat. J'ai même été étonné que l'on le laisse combattre en France. Je peux comprendre l'opportunité en tant que matchmaker, mais je suis du même avis que les arguments évoqués lors du podcast de Chris. Mis à part ce point, grosse force à Guillaume, à toi et tes combattants. J'admire le travail effectué. Bonne continuation. On a Stox aussi qui nous dit. Je vais répondre. Ouais, vas-y. Il n'y avait pas vraiment de questions, mais vas-y, hein, parce qu'on avait répondu. Non, il Mais n'y a pas de vas-y, Guillaume, question. si tu veux y répondre. En fait, comme je dis toujours, je réponds pas à des questions uniquement qui m'arrangent, en fait, si tu veux. Donc, je ne partage pas ce point de vue, mais je peux l'entendre. Je peux l'entendre. Je me suis exprimé déjà longuement là-dessus. Je peux l'entendre que Bigfoot a eu beaucoup de défaites et que par conséquent, ça remet en question sa légitimité sur une carte française. Mais voilà, le combat était de très haut niveau. Je me suis régalé, donc je n'ai aucun regret. Mais je peux comprendre et je respecte ce point de vue en tout cas. Ouais, bien sûr. Bien sûr, moi je l'entends. Et d'ailleurs, j'invite cette personne, Nalar, à aller écouter le podcast, l'interview que j'ai fait avec Salim El Waissadi. Ouais. Bison, dedans, on parle justement de pour lui, ce que ça lui a apporté de combattre Bigfoot et au-delà.
de tout ça, du palmarès, enfin là où il en est, Bigfoot aujourd'hui, ce qu'il a apporté à ce combattant, à ce jeune combattant. Voilà, je t'invite à aller écouter ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, Stock News qui nous dit faut souvent communiquer avec Ares directement et trouver des solutions en interne au lieu de courir sur Internet à la moindre occasion. Ce qui s'est passé avec Morgan au Cage Warrior ces dernières années était une catastrophe, peut-être le plus gros loupé de l'histoire d'un combattant promoteur. Pourtant, on n'a jamais fait l'autopsie de cette histoire, sinon je comprends la déception pour Hugo et surtout Tekena, j'aurais aimé voir personnellement. Je vois pas ce commentaire. Dans les plus récents, Ah oui, ouais, alors, il faut souvent communiquer avec RS directement et trouver des solutions en interne au lieu de courir sur Internet à la moindre occasion. Alors, en fait, si tu veux, je peux comprendre, mais aujourd'hui, le monde moderne veut que la présence médiatique permet de faire passer certains messages. Il faut être intelligent et il faut savoir se servir justement des médias pour faire passer les messages opportuns, si tu vois ce que je veux dire. ok, ouais, bien sûr. Voilà. En fait, Euh, regarde, excuse-moi, je vais approfondir. Dans le cadre de Hugo et de Donatello, l'intervention que j'ai faite la semaine dernière sur ton podcast, crois-moi, a fait beaucoup plus de bruit que si j'avais discuté en interne directement avec Ares. Tu comprends? Bien sûr. Ok, oui, Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'aspect médiatique, il a un c'est fort ça. impact sur des négociations, sur des dires et oui, oui, non, mais c'est, de toute façon, on est dans l'ère numérique, on est dans l'ère des réseaux et ouais, ouais, c'est vrai que d'ailleurs, justement, j'en fais des extraits et cet extrait, on me l'a beaucoup envoyé et on l'a relayé et on m'a beaucoup dit, ouais, c'est vrai que, tu sais, sur le fait que t'aies dit qu'il fallait qu'il arrête sa carrière, tu vois, Mhm. voilà. Mais tu sais, tout est très réfléchi quand Hmm, je dis quelque chose. Tu sais, si je dis ça, ça a un but, il y a un sens à ça. C'est que je veux faire passer un message et je veux provoquer des réactions. Tu vois. Donc, bah, s'il y a une réaction, comme toute voilà, personne acteur du MMA, je pense tout à à fait. Fernand Lopez, je pense à, tu vois, Hatch, je pense que quand ils vont dans des podcasts, un peu comme des politiciens, tu vois, il y a des messages à faire Bien passer sûr, et c'est normal en fait. Vous tout vous à fait, servez des tout à fait, plateformes et voilà. Alors, tout à fait. des fois c'est à bon escient, c'est pour faire passer des beaux messages qui sont réfléchis, enfin, toujours réfléchis, mais qui veulent faire dire des choses qui vont dans un sens et des fois ça va dans l'autre, tu vois. C'est fait aussi pour entraîner des actions, des négociations. Enfin voilà, tout est réfléchi, quoi, comme tu Bien dis. sûr. Et c'est pour ça, encore une fois, tu sais, c'est pas une remarque méchante que je vais Hmm, faire à notre ami Stocks News. En fait, ce que je vais expliquer, c'est que il faut voir plus loin que tout ça, en fait. Essayez, les gars, parfois, quand vous voyez une situation un peu étrange, de vous mettre à la place du mec qui a fait la remarque et de vous poser la question pourquoi est-ce qu'il l'a faite. Souvent, il y a un sens derrière ça, il y a quelque chose. On essaie de provoquer un truc, en fait. Voilà. Et aujourd'hui, les médias, ça fait partie du jeu, tu vois. C'est tout simplement, il faut savoir les utiliser, entre guillemets, pour faire passer des messages. Et à travers le message que j'ai fait passer, j'espère que ça encouragera Donatello très sincèrement à ne pas annuler et faire perdre du temps à son prochain adversaire, quoi. voilà. Voilà. Et par la même occasion à tous les autres combattants en fait, hein. Il y a Tout des à fait. Voilà, c'est dans sa globalité. Le chat qui nous dit JDF toujours au top, ça commence à être relou Arès. S'il nous faut un Baki le bout, je prendrai pas ma place au Arès, on veut Baki Klinkhammer. Il est Alors chaud. moi, si je peux être honnête, Vas-y. je souhaite pas du tout. Je suis en collaboration et je travaille avec Ares, donc mon but c'est pas de les détruire. Mais effectivement, j'ai du mal sur. Il y a une politique de remise de ceinture que j'ai du mal à suivre. Donc, on a à l'heure actuelle Abdouragimov champion à 77, Pépi l'Argentin champion intérimaire. On est en train de parler de Baki pour faire un nouveau champion intérimaire. Donc, en fait, en même temps, je crois qu'on va avoir trois champions à reste dans la même catégorie. On a Ibrahim Mané qui est clairement devant au classement, devant Baki, mais qui finalement passera après Baki. Enfin, j'ai du mal à Hmm. suivre la politique sportive, en fait, à l'heure actuelle, dans certaines divisions, effectivement. Ouais, bah, Après, c'est vrai qu'il y la, a. la politique sportive peut se comprendre si on la regarde d'un point de vue de management. Ouais, tout dépend de quel angle on regarde, ouais, c'est clair. Pour toi Absolument. aujourd'hui, celui qui est légitime à avoir son title shot dans cette catégorie, Il n'y a pas de question. Il
Il n'y a pas de question. C'est Ibrahim Mané. Ok, C'est ouais. les classements qui le disent, en fait. Il y a pas de question. Il y a tout simplement pas de question. Je compte sur toi pour nous faire un short de ce passage. Ok, ça marche. Ok, ok. Bon, eh ben, on a répondu à toutes les questions. Voilà, c'était un plaisir, les gars. Merci encore pour vos messages de force. Guillaume, ben, tu vas laisser ta place à notre God of War national qui revient victorieux. Toujours en direct de Las Vegas ou il est rentré? Non, 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 il est encore à Las Vegas. Il Il est en train profite un de peu? profiter. Ouais, il prend du bon temps là-bas. Donc voilà, les mecs, j'espère que vous apprécierez. C'est la première fois que Benoît s'exprime après son combat. Voilà, j'espère que vous apprécierez. On essaie de vous faire kiffer, les gars. Kiffez, posez vos questions. Et voilà, c'est toujours un plaisir d'être là, comme d'habitude, hein. Merci à vous tous, les gars. Super. Merci Guillaume, à la semaine prochaine. Merci, les gars. De retour dans le journal du fight, on a Guillaume qui a laissé sa place à Benoît Saint-Denis. Benoît qui vient de terminer son combat, qui nous revient fraîchement de Las Vegas. Benoît, comment ça va? Salut Kevin, bah écoute, ça va très bien. J'encaisse beaucoup mieux le décalage horaire avec le retour que à l'aller. C'est plus facile de revenir chez soi que l'inverse. Donc non, je suis bien. J'ai fait une bonne nuit hier et je commence à récupérer. Super. Bon, déjà, avant toute chose, je tenais à faire mon mea culpa pour les auditeurs du podcast. On a eu des petits soucis de connexion, donc voilà, on n'a pas pu vous sortir le JDF en temps et en heure, mais on a tenu parole avec Guillaume. On a Benoît qui est avec nous. Les auditeurs avaient rempli le challenge, donc les 50 commentaires. D'ailleurs, beaucoup de messages de soutien te concernant et aussi de félicitations à la suite de ton combat. Benoît, comment tu te sens là après ton combat face à Ismaël Bonfim? Bah, je me sens très bien, hein, pas de blessure, un camp qui a déroulé, avec un combat qui a déroulé, un game plan qui a payé très rapidement dans le combat qui m'a permis enfin, déjà un combat où j'avais pas de blessure, où j'ai pu arriver assez frais mentalement et physiquement. Donc voilà, ça a déroulé et j'en suis très content. On a fait du bon travail avec l'équipe. Super, je voudrais te parler de l'avant-combat. Il y a beaucoup de médias français, américains qui disaient que ça allait être un combat très difficile pour toi. Les codes de Paris aussi, je sais pas si tu t'étais penché dessus. Enfin, tu étais clairement déclaré euh, perdant sur ce combat. Euh, Comment on approche un combat où on est donné perdant? Est-ce que toi, ça te motive ou au contraire, tu faisais pas attention à ça? Non, je pense que euh, les côtes de Paris, en fait, bon, elles existent pour des bonnes raisons. Après, je pense que des vrais experts de MMA, c'est un sport qui est vachement jeune. Je pense qu'il commence à avoir des mecs qui font des pronostics plutôt pas mal, mais il y a tellement de paramètres à prendre en compte qui n'ont pas été pris en compte dans ce combat, qui fait que la cote était élevée. Je peux la comprendre parce qu'il peut y avoir des raisons pour lesquelles elle était à ce niveau-là. Après, moi, je savais très bien que, enfin, j'étais en pleine confiance et en pleine possession de mes moyens, donc je savais que ça allait, voilà, que ça allait être dur pour le gars en face. Est-ce que tu t'attendais à un combat plus difficile, clairement? Euh, non, je m'attendais à finir le gars au deuxième, pour être honnête. Je pensais qu'il allait tenir un peu plus longtemps, mais je pense que le game plan a payé très vite et les fruits ont porté très vite. Euh, enfin voilà, la manière dont on a mis en place le combat, ça m'a permis de capitaliser très tôt dans le combat et voilà, de marquer un finish dès la fin du premier round. Moi, en tout cas, je vais parler au nom de tous les fans de MMA. On a vibré devant cette UFC Fight Night. D'ailleurs, j'ai pas le souvenir d'avoir d'avoir ressenti autant de plaisir devant. Franchement, c'était une belle soirée. Tu nous as fait vibrer du début à la fin. Comme tu l'as dit, franchement, le game plan, c'était un game plan parfait. On a pu le voir d'entrée, l'agressivité, ton mental. T'as fait parler ton mental. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? Est-ce que ça a toujours été en toi ou vraiment tu avais mis l'accent sur cette agressivité dès l'entrée du combat? Bah, en fait,
ouais, j'allais être agressif parce que c'est un combattant qui tape fort et qui est bien sur ses appuis, qui est bas sur ses appuis. Et c'est le genre de combattant explosif qu'il ne faut pas laisser s'installer. Donc, j'ai été assez agressif. Je savais que qu'en lui mettant une forte pression, ça allait finir par payer. Et donc voilà, je lui ai mis la pression dès le début du combat, que ce soit en lutte, en pied-point ou au sol, ce qui m'a permis de capitaliser très vite sur la fin du round avec un bon finish. Pareil, c'était le dernier combat sur ton contrat. Est-ce que de ce côté-là, il y avait une pression aussi de ton côté ou toi, tu es vraiment serein à l'approche de ce combat et tu laisses faire ça à ton manager Guillaume qui... Alors moi de mon côté, j'avais fait mon taf, c'est-à-dire de faire une bonne préparation, d'arriver le moins blessé possible en bonne forme, de faire le poids la veille et d'être prêt physiquement à faire la guerre le lendemain. Et ça, c'est une pression que va surtout ressentir le manager hein, et l'ensemble du staff. Je pense que c'est surtout Guillaume qui a subi, Guillaume Pelletier, mon manager, qui a subi effectivement un petit peu cette pression parce que le fait de ne pas renégocier un contrat directement après l'UFC Paris et voilà, de pas d'y aller au bluff, mais de croire. Après, c'est une stratégie qu'on a mis en place ensemble, c'est-à-dire de croire en mes chances de capitaliser avec sur une victoire supplémentaire importante. Parce qu'en fait, que ce soit à Paris ou au dernier Vegas, j'étais pas en pleine possession de mes moyens. Et il y a eu encore une marge de progression aussi. J'ai évolué, je suis un combattant plus jeune dans le milieu. Donc, mon évolution et le fait d'arriver avec un corps plutôt en bon état, ça m'a permis de faire vraiment une prestation à la hauteur des attentes de mon staff et de mon manager. Et ça permet aujourd'hui de renégocier avec sûrement plus de marge que si on l'avait fait plus tôt. Super, bah, en tout cas, je salue le travail de Daniel Warin, de Chris Savoca, de Guillaume Pelletier, enfin, qui font autour de toi. C'est vraiment impressionnant. Et puis on espère que la suite, et on va avoir des nouvelles. Justement, je vais te parler de la suite. T'as call out de nombreux combattants. Moi, j'ai trouvé ça très intelligent. Est-ce que c'était quelque chose de réfléchi? Ou vraiment ça s'est fait au feeling dans la cage, ces noms que tu as sortis de Saroukian, euh, Mateusz Gamrot, Dan Hooker, évoqué par Guillaume. Toi, si tu devais en choisir un, ça serait lequel? Il me semble qu'il y a Raphaël Fiziev aussi. Bah, le plus haut classé, hein, donc Raphaël Fiziev, ça serait vraiment un combat incroyable. Après, je pense que Mathias Gamrot sera quand même plus accessible d'un point de vue du matchmaking de l'UFC. Hein. Il faut rester quand même sur la planète Terre. Et je viens de taper un top 20. J'ai pas tapé non plus le numéro 10 de la KT. Donc, je pense que se rapprocher d'un mec entre le cinquième et aller entre le septième, qui est Mathias Gamrot, c'est peut-être le plus haut que je peux viser raisonnablement parlant. Et puis le top 15, ça serait déjà, je pense que ça serait une bonne chose. Un combat contre un top 7, top 15, c'est quelque chose que je recherche. Et ouais, Mathias Gamrot, ça me paraît être le plus réaliste et le mieux classé de ceux que j'ai défiés. Et je pense que voilà, le combattant, il doit se définir par ses actions avant de se définir par ses paroles. Et je pense que le juste moment pour faire des appels de phare et utiliser autre chose que ses points, c'est à ce moment-là. On nous donne l'opportunité de s'exprimer après nos prestations. C'était à moi de faire mon boulot, donc mon staff et moi, on a tout mis en place pour pouvoir faire un bon boulot. Le boulot a été fait et ça me permet voilà, de justifier mes ambitions et enfin de les annoncer parce que j'avais hâte de faire cette performance et de cette prestation qui me permettent aujourd'hui d'avoir une certaine légitimité parce que un combattant sans légitimité peut raconter n'importe quoi. C'est un combat qui permet de commencer à se projeter sur des étapes supplémentaires. Chose que je n'aurais pas fait avant parce qu'il faut mettre les actions avant les mots. Super. Bah, en plus, on sait que c'est une phrase qui est souvent dite par Guillaume. Voilà, c'est la mentalité de la Bulgarian Top Team aussi de faire parler après les combats et surtout pendant le combat. Moi, je voulais savoir, je sais que pour toi, la ceinture, c'est toujours un objectif. Ouais, bien sûr,
la ceinture, c'est l'objectif à long terme, hein, mais il faut pas rêver, hein. Il y a de nombreuses étapes à passer avant d'aller chercher ça, hein. Donc la prochaine ceinture, ça serait un top 15. La prochaine étape, pardon, Mm. ça serait vraiment une superbe étape d'avoir un top 15 et si possible dans un lieu que les Français apprécieront. On espère. On va bien voir qu'est-ce que va nous réserver le futur. Et derrière ça, en cas de bonne prestation, on pourra encore aller chercher des étapes supplémentaires qui pourraient me rapprocher de ce but à long terme. Là, Guillaume l'a évoqué un petit peu avant. On va te revoir sur l'UFC Paris. Je voulais savoir, pour toi, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que c'est de combattre à l'UFC Paris ou de combattre à l'UFC Apex, où tu entends un peu plus les conseils de tes coachs? Il y a un peu moins de public, moins de pression peut-être? Moi, je pense que combattre à l'UFC Paris, ça serait quand même quelque chose d'incroyable, hein, parce que déjà, ça permettrait d'avoir une certaine activité dans l'année. Parce que l'année dernière, j'ai réussi à combattre 3 fois. Là, je suis sur un combat. Ça permettrait d'avoir un deuxième combat quand même avant la fin de l'année. Donc ça me satisferait un peu plus quand même. Et puis surtout, je pense que Paris, c'est devenu le rendez-vous quand même, le rendez-vous francophone à pas louper, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, combattre en France devant le public français. Super. En tout cas, là, tu rentres dans le top 25 donc, de l'UFC. Pareil sur Instagram, on a pu voir au niveau de ton compte Insta, il me semble, que tu as pris 20 000 abonnés. Enfin, il y a eu une grosse médiatisation. Tu as brisé un peu la malédiction aussi des RMC Sport. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Je perds le mot, je perds le fil. Oui, le public. Enfin, j'ai l'impression que sur ce combat, le public, ça y est, te reconnaît enfin à ta juste valeur. Et moi, vraiment, je trouve ça bien, Benoît. Aujourd'hui, pour moi, je peux le dire sans me tromper, t'es le meilleur combattant français de MMA. Je parle au niveau des skills. T'as montré que t'avais un menton, que t'avais une lutte, que tu vois que tu pouvais mettre KO. Enfin, vraiment, t'as une palette. T'es ultra complet. Toi, comment tu te sens aujourd'hui? Comment tu le vois ta position aujourd'hui dans le paysage du MMA français? Je pense qu'avec effectivement avec Manon, Nassourdine, Gann, je pense qu'on fait partie des combattants français. Je pense qu'on est les quatre combattants français les mieux classés sur les différents classements mondiaux, que ce soit Tapology, Fight Matrix ou autre. Voilà, c'est justifiable par les performances qu'on a pu réaliser ces derniers temps. Donc c'est bien, mais clairement j'ai envie de passer encore des étapes supplémentaires pour, comme tu dis, essayer de faire passer dans cette catégorie qui est très compétitive, essayer de passer encore des nouveaux caps. Super. Eh ben écoute Benoît, je pense que on a fait le tour. Voilà, j'espère que les auditeurs auront apprécié notre échange. Je te remercie d'être venu sur le journal du Fight que je partage avec ton manager. Voilà, merci encore de nous avoir fait vibrer lors de ce UFC Fight Night. J'espère te retrouver sur la carte de l'UFC Paris. En plus, maintenant, l'UFC te reconnaît aussi à sa juste valeur. J'ai envie de dire, ils te mettent en main card. Donc voilà, enfin là, il y a tout qui porte à promettre que la suite va être très très intéressante pour toi et tu nous as montré vraiment que tu avais les capacités. Donc hâte de voir la suite de ta carrière. Je pense que c'est que le début et je te laisserai le mot de la fin pour clôturer ce journal du fight. Merci beaucoup Kevin et un grand merci à tous les auditeurs de l'After Fight. Voilà, je vous encourage à venir voir ce podcast qui permet de se tenir au courant un peu des actualités du MMA en France. Et voilà, en tout cas, voilà, je suis content de vous avoir fait plaisir et je me suis fait aussi très plaisir et voilà, j'ai hâte d'y retourner et de continuer comme ça. Merci beaucoup. T'es toujours le bienvenu. À bientôt. À bientôt, Benoît. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Kevin.